l'hypersensibilité. On va démystifier ça. C'est quoi exactement l'hypersensibilité? Si tu viens de broyer tout le temps ou c'est autre chose? C'est une maladie ou c'est autre chose? Fait qu'on va jaser en long et en large pour finalement permettre aux gens de comprendre ce que c'est, puis de se reconnaître, parce que justement, il y en a qui ne le savent pas. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Je suis vraiment contente de pouvoir informer beaucoup de personnes là-dessus. Donc, comme j'ai mis dans le titre du live, je suis moi-même une hypersensible empathe. J'ai passé par les soubresauts de la découverte de ce phénomène-là et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un live pour ceux qui découvrent ça puis qui on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier, premièrement, le phénomène de l'hypersensibilité et permettre aux gens de se reconnaître, de donner des trucs et de soumettre, si vous avez des problématiques dans votre quotidien à cause de votre hypersensibilité, ben soumettez-les. Ça peut peut-être, il y en a peut-être qui vivent les mêmes problématiques que vous. Donc, on va essayer de trouver ensemble des trucs. Parce que c'est vraiment le but de ce live-là. C'est un petit peu différent des autres où c'était plus informatif. Là, c'est vraiment, on est en mode développement de trucs, entraide et découverte de l'hypersensibilité. C'est sûr que j'ai plein d'informations à vous donner, mais je sais qu'il y en a qui ont des trucs à nous donner, tant mieux, donnez-les. Alors, comment je fonctionne? Je suis beaucoup axée sur la transparence, la compréhension et la connaissance des éléments d'une situation. Donc, c'est là que j'espère vous conduire aujourd'hui. Étant moi-même une hypersensible empathe, je sais que c'est pas toujours facile et je vise l'entraide commune. Chaque personne vit ce phénomène-là à des niveaux plus ou moins élevés. Il y en a que c'est très intense, leur hypersensibilité, d'autres moins. Mais surtout de façon différente. Donc, j'ai d'ailleurs créé récemment, il y a seulement quelques mois, un mouvement qui s'appelle l'attitude sensorielle. Un groupe fermé sur Facebook qui vise à rassembler des hypersensibles dans un but événementiel. Qu'est-ce qu'on va faire à ces événements-là? Ça va être de la découverte, de l'échange et de l'entraide pour se réunir ensemble, briser l'isolement parce que pour beaucoup de gens, il y a des hypersensibles qui se cachent, qui se sentent fragiles, vulnérables. Donc, briser cet isolement-là et surtout aussi le sentiment d'être seul et différent. J'ai pas de recette miracle. Ce que j'ai, moi, c'est mes trucs que j'ai développés en fonction de mes besoins. Mais je vais vous les partager. Mais il existe des tas de personnes qui ont développé d'excellents trucs aujourd'hui. Aussi, je fais partie de plein de groupes d'hypersensibles et d'empathes, puis il y a plein de gens qui ont des super de bons trucs à partager. Donc, je souhaite qu'on se regroupe ensemble puis qu'on s'aide à fonctionner. Alors, on commence. Je trouve déjà que j'ai perdu beaucoup de temps. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Premièrement, l'origine. Donc, c'est Helen Aron qui a commencé la première à étudier le phénomène au début des années 90. Et selon elle, l'hypersensibilité serait liée à un trait génétique conservé pendant l'évolution par un grand nombre d'espèces animales, laissant supposer qu'il y a certains avantages. Mais elle subordonne également l'existence d'interactions avec l'environnement durant l'enfance comme cause de ce tempérament hypersensible. Toujours d'après Helen Aron, en règle générale, après une enfance difficile, un hypersensible s'est construit un ensemble de protections psychologiques lui permettant de se blinder, d'éviter un monde perçu comme excessivement violent. Moi, je me suis reconnue, en tout cas, quand j'ai lu ça. Je sais pas vous autres, mais moi, je me suis reconnue quand j'ai lu ça. Et ces mécanismes d'adaptation ont à leur tour peuvent générer une mauvaise adaptation sociale, des difficultés relationnelles, une souffrance, de la frustration. Donc, je me suis vraiment reconnue en regardant cette définition-là, mais il y a Saverio Tamastella. Pour lui, l'hypersensibilité n'est pas génétique, mais découle d'une histoire singulière de chaque personne depuis sa vie intra-utérine,
sans oublier les influences possibles du contexte familial, de la généalogie et de la société. Donc, je mets en surbrillance dans le texte que c'est vraiment un phénomène qui a commencé à être étudié seulement au début des années 90. Donc, c'est un bébé lala, là, c'est un petit phénomène encore. Donc, c'est vraiment en développement, tant au niveau des scientifiques de la médecine que nous, les hypersensibles. Alors, c'est pour ça que je veux qu'on développe ensemble, conjointement à ceux qui œuvrent à ça, du côté médical ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Il y a beaucoup de préjugés et de méconnaissances. C'est presque un terme péjoratif. Il y en a qui se cachent d'être hypersensible parce que ça veut pas juste dire qu'on braille tout le temps ou qu'on se tarte au quart de tour pour être fâché ou qu'on rit à pu finir. C'est vraiment un phénomène qui désigne une sensibilité plus haute que la moyenne, soit provisoirement, durablement, pouvant être vécu en difficulté par la personne elle-même ou perçu comme exagéré des autres qui le voient agir. Puis, voyons, méchante capotée, coudon, à sauter un plomb, ou tu sais, dans un party ou dans une soirée, pourquoi qu'il y a des gens qui ressortent comme ça puis qu'on se demande qu'est-ce qui leur arrive. Donc, selon des recherches menées, les individus hautement sensibles, parce qu'il y a toutes sortes d'appellations pour les hypersensibles, et je trouve ça bien d'ailleurs que ce soit en développement. Donc, selon des recherches menées, les individus hautement sensibles représenteraient environ 15 à 25 de la population. Donc, c'est énorme. C'est 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 5. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Puis, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le milieu que j'en vois de plus en plus, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Il y en a énormément. Bonjour Marc, bonjour Gaëtan, bonjour Christiane. Wow! Donc, le terme individu hautement sensible est ici traduit par hypersensible, mais cette traduction peut porter à confusion. D'autres traductions existent comme hautement sensible ou sensibilité élevée. Marie-France de Palaccio et Severio Tomalesa proposent d'utiliser les termes ultra-sensible et ultra-sensibilité plus précis et plus valorisants. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je vous le partage. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai, l'hypersensibilité, je trouve que ça a une consonance un petit peu péjorative. Fait que de voir qu'il y avait des termes comme ça qui étaient véhiculés aussi, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Alors, fini les données statistiques et les relevés externes, on y va de ma perception et du message que je veux vous transmettre au niveau de l'hypersensibilité. Premièrement, la première des choses, dans tout ce que je vais vous dire, mon optique à moi, c'est vraiment de prévenir des diagnostics erronés. Pourquoi? Parce que énormément de symptômes que l'on vit quand on est hypersensible mènent les médecins à penser qu'on est en dépression, à penser qu'on est bipolaire, penser qu'on est TDA ou peu importe. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui s'apparentent énormément. Mais vous allez apprendre ce soir, parmi les explications que je vais vous donner, que c'est pas nécessairement. En tout cas, pour moi, ce ne sont même pas des maladies. C'est juste un manque de capacité à gérer son mode vibratoire et les émotions. Et ça se développe. Donc, c'est sûr que si tu es diagnostiqué et que tu te shootes aux pilules, tu ne pourras jamais apprivoiser ça. Tu ne pourras jamais la développer, ta capacité à gérer tes émotions et ton mode vibratoire. Donc, c'est pour ça que je suis grandement dans le fait de sensibiliser les gens à découvrir les symptômes de l'hypersensibilité pour ceux qui sont pas, que c'est pas flagrant, avant que ça dégénère puis que ça se retrouve chez le médecin ou sous médication. Donc, des exemples de comportement. Je vais vous donner un exemple parce que ce qui est important de comprendre à la base, le fondement de ça, c'est qu'on est des êtres humains. C'est quoi un être humain? On est comme une agglomération d'énergie qui vibre. OK? Ça a été prouvé en 2013 que même au niveau de l'atome, si on fait zoom, 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 nous, on est constitué d'atomes
Et à l'intérieur des atomes, il y a des espaces vides. Ben, dans le vide, là, c'est pas vraiment vide. Tout comme le vide entre moi puis l'écran, puis le vide entre toi si tu es avec quelqu'un d'autre, le vide n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide, s'il n'y a pas de vide? C'est de la vibration. Et ça a été prouvé scientifiquement en 2013. Donc, le phénomène physique, c'est qu'on est une agglomération d'énergie, qu'on est tellement aggloméré qu'on a l'impression qu'on est solide et on vibre. On est une boule d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une boule d'énergie se promène puis qu'elle en rencontre une autre boule d'énergie? Leurs vibrations se cognent ou se communiquent et c'est ce qui peut engendrer que une personne peut avoir un impact sur nous selon son niveau de réceptivité. Et les hypersensibles sont manifestement très réceptifs aux vibrations parce qu'ils sont comme stéroïdés au niveau sensoriel, ils sont comme boostés au niveau sensoriel de leur sens, mais en plus, ils perçoivent les vibrations des autres. Fait que ça fait beaucoup. Fait que c'est normal que ça ait l'air excessif parce que c'est comme toujours amplifié du fait qu'ils sont hyper sensibles. Donc, un exemple de comportement, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est au neutre, OK, mais qui est entouré de gens bougonneux ou qui est entouré de gens dépressifs. Et ça peut être des gens pour lesquels ils éprouvent l'affection. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que cette vibration-là, à force d'être échangée d'un à l'autre, va se transmettre et va s'amplifier. Les deux vibrations devenant la même, ils s'amplifient. C'est ça le phénomène qui se produit, qu'on est boosté. Donc, si tu es entouré, mettons que, je sais pas, tu vas pas bien, tu t'en vas travailler, il y a un autre à côté de toi qui va pas bien, tu reviens chez vous, ton chum est en tabarnouche, puis donc, tout ça c'est amplifié toute la journée. Tu t'en vas te coucher, tu es encore down, puis donc, le lendemain, tu dis, j'espère que ça va mieux aller qu'hier. Tu pars déjà négativement et ça peut dégénérer comme ça longtemps jusqu'à ce que ça fasse qu'à un moment donné, si tu n'es pas vigilant ou si tu n'as pas un milieu dans lequel tu peux être stimulé de manière positive ou enrichissante, ben ça dégénère, puis tu peux développer des symptômes. Tu vas dire, je suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable. Tu t'en vas chez le médecin, puis tu te ramasses avec tu fais peut-être une petite dépression, un burn-out ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça peut être long avant que ça se produise, mais c'est un phénomène qui se produit. Donc, l'effet stéroïde affecte nos sens de base, hein, nos sens physiques comme la vue, l'ouïe. Moi, personnellement, c'est vraiment la vue qui est le plus affectée. Mon chum n'arrête pas de me dire, est-ce que tu es remarqueuse? Donc, j'ai un sens d'observation très développé, mais en plus, la lumière m'affecte vraiment. Même que là, je me suis mis de la lumière pour que ça sorte bien sur le live, mais je capote parce qu'il y a bien trop de lumière. Donc, moi, c'est vraiment la vue qui est mon sens le plus fort. Il y en a que c'est l'ouïe. L'ouïe, ça peut être qu'il y a des gens qui vont entendre du bourdonnement constamment. Il y en a qui vont être incapables d'être dans une foule parce que ça va les vider, ça va les drainer beaucoup trop, ou qui vont avoir l'impression que tout le monde crie parce que leur ouïe est très développée, puis ils perçoivent de manière plus sensible que les autres. Il y en a que c'est l'odorat, tout va lever le cœur. Donc, tout dépendant des gens, il y en a que juste les frôler, ça va les irriter, ça va les déranger. Donc, il y en a que c'est le toucher. Donc, chaque sens peut être amplifié et il y a des côtés le fun ou il y a des côtés plates, tout dépendant comment qu'on le vit. On a plusieurs sens, mais on a un d'entre eux qui, je trouve, qui est le plus important et que je pense qui est le dominant, c'est l'émotionnel. Donc, le senti, le dedans, à l'intérieur de nous. Et ce qui arrive quand on est confronté au phénomène de l'hypersensibilité, c'est que ça va souvent faire boule de neige parce que quand on est jeune puis qu'on commence à découvrir qu'on a toute cette capacité
capacité-là, puis qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde nécessairement qui l'a, on se sent bonjour, Cynthia, je suis contente de ça là, bonjour Adam, il y a encore du monde qui s'ajoute. Donc, quand on est jeune et qu'on découvre qu'on a cette capacité supérieure-là à percevoir, ben, on a peur, on se sent différent, on se sent aussi incompris. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, quand je riais aux larmes, je riais à avoir mal au ventre. Quand je pleurais mon corps au complet, je transpirais quasiment. Quand, même que quand je riais, je pissais carrément dans mes culottes. Là, c'était immanquable. Là, donc j'étais, et on me disait, ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Parce que c'était vrai, là, c'était dérangeant. J'avais même l'air d'une qui pensait que je fakeais parce qu'ils ne pouvaient pas rire de moi. Donc, pour les enfants, les jeunes personnes qui découvrent ça, c'est vraiment déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. On ne sait pas si on est normal, on ne sait pas si ça va se passer ou si ça va empirer. Donc, c'est très, très déstabilisant et ça fait peur au début. L'effet turbo qui est engendré par la peur fait que quand, ça c'est quelque chose, le focus, c'est quelque chose que j'explique en conférence, quand nos idées, notre vision, notre visualisation, que ce soit par peur ou par désir, quand on visualise quelque chose, on vibre sur cette peur-là. Et on se concentre, notre focus est sur il faut pas, il faut pas, il faut pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? On y va tête baissée. C'est quoi, comment quand on chauffe un vélo, là, on s'en va de même, mais si on dit salut un ami de même, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va se mettre à aller tout croche. Bon, mais c'est la même chose dans la vie. Si tu dis je veux pas, je veux pas, je veux pas aller là, mais que tu regardes précisément où est-ce que tu veux pas aller, c'est là que tu vas aller. Donc, le phénomène boule de neige donne un effet amplificateur sur les peurs et l'incompréhension qui est vécue lorsqu'on découvre des capacités d'hypersensible. Il y a un autre phénomène que je trouve très, très, très intéressant, que j'ai eu l'occasion de constater avec moi, mais j'en ai pas fait de cas. Mais quand je l'ai constaté chez des gens que je voyais en consultation, là, je disais, wow, là, il y a quelque chose là-dedans à creuser aussi, et c'est le phénomène de l'indifférence. Les hypersensibles connectent beaucoup avec les autres, donc ressentent beaucoup ce que les autres ressentent au niveau émotionnel. Et ça, c'est un phénomène de connectivité qui se produit entre deux êtres. Par contre, l'indifférence, de la même façon qu'une émotion est reçue alors qu'elle ne nous appartient pas, il peut aussi que le manque de connectivité affecte un hypersensible. Ça fait comme l'effet d'un boomerang qu'on n'a pas attrapé puis qu'on le reçoit en arrière de la tête. Parce que les hypersensibles émettent et ça ne se rend pas. La personne est totalement indifférente, froide, et pouf, ça a l'effet d'une claque sa gueule parce que on est comme, c'est comme ça se fait tout seul. Mais quand ça passe pas, que l'énergie circule pas, ben c'est comme si notre énergie nous revenait d'en face. Puis ça nous affecte, ça nous bouleverse. Donc, c'est un phénomène que je trouve très curieux, mais que j'ai eu l'occasion de constater et chez moi et chez d'autres, puis j'ai trouvé ça intéressant de soulever ce point-là, que l'indifférence, c'est quelque chose qui affecte beaucoup. Même que j'ai constaté dans certains groupes que beaucoup d'hypersensibles se retrouvent avec des pervers narcissiques. Encore là, j'aime pas mettre des étiquettes parce que le pervers narcissique, ça peut être juste une perception de la personne, comme ça peut être une personne très normale qui est seulement perçue comme ça. Par contre, si les hypersensibles perçoivent une personne comme un pervers narcissique, c'est qu'ils sont confrontés à l'acceptation de leur hypersensibilité. C'est que on a toujours le choix, soit de développer un talent ou d'en être la victime.
Et étant donné que c'est ce que je prône de long en large dans toutes mes conférences, peu importe le thème d'approche, c'est de sortir du rôle de victime puis de passer au héros de notre vie. Donc, quand on vit des situations, si une émotion est générée, OK, il y a une vibration qui se produit. Si une émotion est générée, c'est qu'il y a un apprentissage à faire. Et ça, je l'ai mis en fluo dans mon texte, là. C'est vraiment important d'être conscient de ça, que quand il y a une émotion, c'est parce qu'il y a un apprentissage qui devait être fait ou qui doit être fait et qui n'est pas fait encore. Donc, on dit merci, puis on essaye de trouver au lieu de l'amplifier. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc, tantôt, je vais vous donner des trucs sur comment gérer l'émotion, mais on n'est pas rendu là encore. Je fais durer un petit peu le suspense. Donc, quelle est la différence entre un sentiment et une émotion? Ça aussi, c'est quelque chose que je crois qu'il est important de faire le discernement. Si les émotions sont une pure réaction physiologique, les sentiments, eux, sont une construction mentale. La façon de m'en rappeler, c'est que senti qui ment. Donc, sentiment. Parce que c'est contrôlé par le mental. Ça émerge du mental, un sentiment. Tandis qu'une émotion, c'est purement physique et c'est vibratoire. Puis en plus, l'émotion stimule la mémoire. Donc, plus l'émotion est intense, plus la mémoire est activée. Donc, c'est souvent pour ça que quand on regarde notre vie puis qu'on recule en arrière, tout ce qu'on se souvient, c'est les grosses souffrances qu'on a eues ou des immenses joies. Mais souvent, les souffrances sont comme la pôle. Il y a comme un système là, qui se développe que on se rappelle pas mal plus de nos blessures, de nos souffrances, que de nos waouh, le cadeau de Noël est incroyable qu'on voulait tellement, puis qu'on l'a eu, puis que, me semble, il y en a plein qu'on a eu, mais on s'en rappelle juste de 2, 3, parce que les émotions de souffrance prennent souvent énormément de place. Donc, c'est le discernement que je voulais faire pour bien comprendre que oui, c'est sûr qu'un sentiment va être souvent généré à partir d'une émotion, mais c'est d'être suffisamment alerte pour que quand on vit une émotion, de ne pas laisser le mental s'en emparer puis qu'il fasse, tu sais, je sais pas, moi, tu as une émotion, tu as fait, quelqu'un te chicane ou tu t'es fait pogner, je sais pas, tu as un mauvais résultat à un examen, admettons. Ben, pouf, tu te sens pas bien en dedans de toi. Qu'est-ce qui arrive? Ben, l'émotion, c'est j'ai de la peine à cause de mon échec. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est je suis pas bon, ah, l'autre est meilleur, ah, je suis pas capable, je serai jamais capable, blablabla. Ça, là, c'est des sentiments que c'est ton mental qui te craint de te convaincre que tu as raison. Donc, c'est le fameux ego qui joue son rôle et qui se sert de ton mental pour transmettre son message. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Est-ce qu'on met des pouces? Est-ce qu'il y en a qui ont... Bonjour Jean-Nicolas, il y a plein de monde qui sont agités. Bonjour Jean-Nicolas, Patrick, bonjour tout le monde. Donc, on met des petits pouces pour me confirmer que je peux continuer et que tout va bien. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour en mettre. Je continue avec le robinet des émotions. Moi, j'aime ça appeler un robinet. Il y en a qui vont appeler ça une switch, un dimer, un thermostat, peu importe. Moi, j'appelle ça un robinet. Tout va bien, merci Philippe. Donc, le robinet des émotions. Les principales émotions qui sont véhiculées, ça va être, excusez-moi, ça va être la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Et ce qui est important de comprendre de ce package d'émotions-là qu'on a en nous, c'est que, encore une fois, la recherche de l'équilibre dans l'action et non dans le neutre, on s'entend, est recommandée, voire même la combinaison. Pourquoi? Parce que, puis ça, j'ai été témoin de ça, puis moi, je l'ai vécu aussi, puis c'est très nocif. C'est que
Il y a des gens qui vont être à l'aise de vivre certaines émotions, de les laisser voir, et d'autres que jamais. Le cliché, c'est un gars, ça pleure pas, admettons. OK? Mais il y a des familles où est-ce que pleurer, c'est inadmissible. Il y a des familles où est-ce que se mettre en colère, c'est inadmissible. Il y a des familles où est-ce que je sais pas moi, le dégoût, c'est inadmissible. Donc, les gens sont brimés dès l'enfance, dans l'éducation ou même dans les écoles, donc le système social, à, ou pire encore, la religion, à freiner les émotions. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que le robinet, là, moi, le robinet, là, OK, on est une boule d'énergie, donc le robinet, il est toujours ouvert, OK? Puis là, tu as, mettons, 5 chutes, puis par là, ça coule la joie, la colère, la tristesse et tout ça. Si tu fermes 3 trous, on s'entend-tu que ça va sortir en tabarnouche par les 3 autres? Le robinet, il sera pas fermé, là. Donc, ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui peut être très, 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 vivre beaucoup de colère, mais vu qu'il l'exprime jamais et qu'il la vit jamais, va brailler à chaudes larmes à tout bout de champ parce que ça passe dans sa famille. Ça peut être quelqu'un qui ne braille jamais, mais qui se tarte au corps de tour quand vient le temps de péter une coche, parce que ça, dans son éducation, c'est un signe de personnalité, peu importe les valeurs qui ont été véhiculées autour des émotions. Donc, gardez toujours en tête que le refoulement d'une émotion, c'est nocif. Puis, je veux tellement que vous le compreniez, ce phénomène-là, parce que moi, je l'ai expérimenté de freiner et j'avais pas beaucoup de robinets d'ouvert. Puis je me suis rendue très, très malade. Puis tant malade psychologiquement que physiquement, là, de la douleur, j'en ai eu en tabarnouche, là, physique, là. Puis c'était purement parce que je ne me permettais pas de vivre mes émotions. Pleurer, j'avais pas le droit. La joie, il y avait un très, très petit débit parce que quand j'ai été mère à 20 ans, puis je m'étais enfermée dans un rôle que il fallait que je sois infaillible, forte, solide, il y a comme plein de pièges parentaux qui se glissent dans un rôle parental et je me devais d'être infaillible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Rire, j'avais pas le droit à l'excès. Pleurer, c'est sûr, ça n'avait pas de place, ça montrait des faiblesses, puis la vulnérabilité, c'était impensable que je me permette ça. La colère, je me cachais, mais je pétais des coches solides. Donc, c'était beaucoup, beaucoup des croyances qui me bloquaient dans mon intérieur. Et qu'est-ce que ça a fait? Je me suis rendue malade. Comment je le sais que ça peut rendre malade? C'est que quand j'ai décidé de me laisser aller, le robinet de la tristesse, puis même, il est encore dans le prélat. Mon fils, il rit de moi tout le temps. Maman, tu pleures encore? Parce que oui, ça fait du bien pleurer. J'aime ça. C'est wow, je me suis privée trop longtemps. Donc, je suis en train de refaire l'équilibre dans tous mes robinets et ça l'enlève énormément de souffrance intérieure et ça amène beaucoup de sérénité au quotidien. Donc, je vous souhaite de trouver, de vous donner le droit à cet équilibre-là. Maintenant, ça va, on continue. Bonjour Diane. Donc, on continue avec l'émotion génère une vibration. OK? Donc, on est une boule d'énergie. On a besoin de vibrer. On est comme une cellule. Ça, mettons, tu avais toutes les cellules de ton corps, là, mettons, ceux de ton bras diraient, bon, ben aujourd'hui, on fait la grève, puis fuck, on travaille pas, on vibre pas. Il arriverait quoi à ton bras? Il pourrait plus bouger. Donc, toi, tu es une cellule, tu es un organisme vivant et ton mode de fonctionnement, c'est la vibration. Donc, tu génères des émotions, tu t'actives, tu fais de l'énergie, tu es une boule d'énergie. Donc, tu bouges, tu penses, tu vis, tu ris. Allô, Diane. Donc, l'émotion génère une vibration.
qu'elle vienne de toi ou de quelqu'un d'autre, tu l'aperçois et tu vibres. Qu'est-ce que tu peux faire quand il y a il y a une vibration, une émotion qui passe et qui te traverse, qu'elle émerge de toi ou qu'elle te traverse? Donc, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai mis 6 choses que tu peux faire. C'est sûr qu'il y en a plus, mais j'ai mis les principales. Premièrement, la percevoir ou non. Comment ça se peut? C'est que tu peux être en mode conscience ou en mode inconscience de ce qui se passe en toi. Que des fois, il y a du monde qui te disent coudonc, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça a sûrement déjà arrivé qu'il y a des gens qui vous disent ça. Coudonc, tu startes au quart de tour ou coudonc, tu as donc l'air contente aujourd'hui ou on se fait dire ça. Donc, c'est parce qu'on est en mode inconscient. On a une émotion, on vibre allègrement ou agressivement, puis on en est plus ou moins conscient parce que des fois son niveau d'intensité n'est pas assez fort pour qu'on s'en rende compte ou ça ne nous dérange pas. Des fois, ça va déranger les autres sans que ça nous dérange nous. Donc, percevoir ou non, c'est dans le sens être conscient ou inconscient de ce qu'on vit. Donc, être suffisamment à l'écoute, en observation de soi pour se percevoir et être conscient de quel état qu'on est. Tu peux ensuite, avec une vibration, la laisser passer. Donc, il y a une vibration qui rentre en toi. Ouf! Tu ne sais pas trop si ça vient de toi ou si ça vient de l'extérieur. Ça, c'est une autre chose qui est importante à faire, le discernement de ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. C'est pas évident, je suis d'accord, mais plus on s'observe, plus on se rend compte que ça vient de nous ou que ça vient de quelqu'un d'autre. Donc, la laisser passer, comment ça se fait? C'est en étant en mode acceptation et reconnaissance. Donc, reconnaître l'émotion pour ce qu'elle est et l'accepter. Mettons, je suis crinquée, là, je suis en tabac, j'ai envie de fesser partout. Coudonc, qu'est-ce que j'ai à capoter de même? C'est de, premièrement, d'en prendre connaissance, l'accepter. Oui, c'est vrai, oui, tel comportement, telle chose m'affecte, puis ça me crée une émotion. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si je veux l'accepter puis la laisser passer, ben, je reconnais mon besoin. Si je t'en maudis parce que quelqu'un m'a fait de quoi puis que j'ai pas rien dit, ben, il faut que je m'accepte dans mon manque de capacité à communiquer. Il faut que je m'accepte dans ma frustration. Il faut que j'accepte dans, je sais pas, moi, ce que la personne m'a reproché puis je t'en maudis d'être de même. Ben, je m'accepte. Donc, l'acceptation et la reconnaissance de l'émotion, c'est un autre choix que tu peux faire quand tu vis une émotion. Je vous fais remarquer que la plupart des 6 choix que je vais vous énumérer là, ça se fait normalement très dans l'inconscient. Et c'est vers justement la conscience que je veux vous amener. C'est ce que je fais en conférence, c'est ce que je fais quand je suis dans les salons. Donc, c'est d'amener les gens vers la conscience. Donc, je suis tout à fait consciente que jusqu'à maintenant, peut-être que ça se faisait de façon inconsciente, mais de savoir que c'est des phénomènes qui nous habitent, ça nous permet d'être alerte et de le percevoir la fois d'après. Alors, je poursuis avec le 3e choix qui se fait lorsque une émotion passe. Donc, l'alimenter. Qu'est-ce que j'entends par alimenter une émotion? C'est l'amplifier, la faire perdurer ou juste la nourrir. Juste la nourrir, c'est la raconter, en parler. Eh, ouais, elle m'a fait ça, blablabla. On n'est pas crinqué raide, mais, tu sais, on fait circuler la vague, la vibration demeure. Ça peut être la faire perdurer. T'en parles à tout le monde. T'en parles à tout le monde. Tu continues de te recrinquer. Tu y repenses, tu y repenses, tu y repenses, tu y repenses, tu y repenses. Puis tu crains. Puis à chaque fois, tu te reboostes un petit peu l'émotion. Tu te reboostes un petit peu l'émotion. À chaque fois que tu y repenses, ouais, j'aurais aimé ça agir autrement. Tout le temps dans le passé. Donc ça, c'est un phénomène qui émane de l'ego, de vivre dans le passé. Et c'est ce qui fait perdurer une émotion. Ou carrément de l'amplifier. Ça, l'amplifier, c'est le plus drôle. Ça, c'est quand tu es crinqué, puis tu es tellement crinqué
que tu en parles à d'autres, mais tu espères réussir à les craquer autant que toi, puis tu veux qu'ils soient aussi craqués que toi et à haïr la personne qui t'a fait ça. Donc ça, c'est des phénomènes, on en parle comme ça, c'est cocasse, mais quand on est dedans, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne rire et dire « Coudon, t'es craqué en tabarnouche », parce que en ce temps-là, on est très émotif, donc c'est ce que j'entends par l'amplifier. Donc, c'est 3 phénomènes que j'appelle au niveau de l'alimentation de l'émotion. Ensuite de ça, il y a la stocker. La stocker, c'est carrément de se provoquer un blocage émotionnel et c'est ce que j'expliquais tantôt qui mène vers les malaises et les maladies. Donc, quand tu as l'énergie, normalement, circule en toi, peu importe ton mode de visualisation. Là, moi, c'est haut en bas, haut en bas, haut en bas. Là. Il y en a qui visualisent ça autrement. Mais l'énergie circule en toi. Quand tu as une émotion qui reste, les gens je suis sûre que je demanderais, là, ceux qui sont game, là, dites-moi par quelle partie du corps vous vivez votre stress. Marquez-le dans le chat, là. Moi, mon stress, je vais le vivre tout dépendant du genre de stress, mais je vais le vivre dans mon cou. Je vais le vivre, des fois, c'est des brûlements d'estomac, puis d'autres fois, ça va être, je serre les mains, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis sûre qu'il y a autant de monde qui ont plein de façons différentes de vivre leur stress. Donc, un blocage émotionnel va créer une tension musculaire dans le corps et c'est ce qui va faire que ça peut engendrer des malaises, des molles. Tu vois, il y en a qui c'est la mâchoire. C'est vrai, moi aussi, je grichais les dents quand j'étais petite, imagines-tu? Donc, oui, la mâchoire, s'il y en a d'autres qui sont game de le dire, là, c'est le fun de voir qu'il y en a que c'est des choses différentes. Fait c'est vraiment de détecter. Donc, c'est des indices que ton corps te donne quand tu te mets à avoir mal à quelque part, que tu as une tension et que tu as peut-être un blocage émotionnel qui s'installe. Donc, d'en prendre conscience et tu vois, Nathalie, c'est la poitrine, un serrement, c'est très désagréable ou ça aussi. Donc, c'est toutes des choses qui fait que on se sent pas bien. Donc, c'est des indices que notre corps nous dit, hey, relax, bébé, là. Donc, c'est très important d'écouter notre corps qui nous aide à détecter nos mauvais fonctionnements. Une autre chose que tu peux faire quand tu as une émotion, un choix souvent inconscient que tu vas faire, c'est de la transformer. Qu'est-ce que j'entends par transformer? C'est comme un mélange de alimenter puis stocker. C'est qu'autrement dit, tu peux avoir de la tristesse, par exemple, puis d'être fâché de vivre cette émotion-là, donc ta tristesse se transforme en colère. Je me souviens, quand ma fille était petite puis qu'elle faisait des dents, elle avait tellement mal qu'elle se pétait la tête sur le plancher parce qu'elle était fâchée d'avoir mal. J'essayais de la prendre dans mes bras pour la calmer, il n'y avait rien à faire. Elle était en colère d'avoir mal. Donc, ça se fait au niveau des petits-enfants, mais ça se fait au niveau des adultes aussi. Il y en a qui pleurent puis que ça les met en colère. Il y en a qui sont en colère et ça les fait pleurer. Donc, chaque personne fonctionne différemment, mais ça peut arriver qu'il y ait une transformation de l'émotion qui se fasse dans la non-acceptation qui génère encore possiblement des blocages énergétiques, émotionnels. Et l'autre, et non la moindre, la cacher. Donc, on en a parlé un petit peu, j'élaborerai pas trop sur celle-là. Donc, refuser de la vivre, ne pas se donner le droit. Oh, bonjour Nadia, contente de voir que tu es là. Donc, la cacher, donc refuser de la vivre, ça peut être par choix personnel, de ne pas se donner le droit de vivre telle ou telle chose, mais ça peut être aussi éducationnel. Là. Ça peut être les parents qui ont dit que ça n'avait pas de bon sens, ça peut être la société, peu importe. Donc, de ne pas se donner le droit, refuser de la vivre, bien souvent, elle va être vécue cachée. Je me rappelle la première dépression que j'ai faite, il n'y a personne qui a jamais su que j'étais en dépression, mais j'étais chez nous dans mon appartement, puis j'écoutais les pierres à feu, puis je broyais comme un bébé lala. Donc, tu sais, je le vivais en cachette. Au moins, je le vivais. C'était déjà ça. Mais c'est sûr que ça montrait un manque d'acceptation et d'humilité, chose qui mène vers de la dégénérescence physique. Alors,
je vais être dans les temps. Donc, avant de vous donner le punch final du comment se libérer, donc comment libérer une émotion, je vais vous donner ça dans 3 minutes. Premièrement, je veux redire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pendant le live et qui ont manqué le début. Je veux redire que, et pour ceux qui se sont reconnus en tant qu'hypersensibles, donc, si tu te reconnais en tant qu'hypersensible, joins-toi au groupe fermé de l'attitude sensorielle. Je vous remets le lien. Je l'avais mis tantôt, mais je le remets au cas où que ça ait défilé et que ce soit plus visible. Donc, ce groupe-là est dédié à des gens hypersensibles, empathes. Le but du groupe, c'est vraiment découverte, exploration, échange de trucs, entraide. Donc, c'est vraiment c'est un groupe fermé, donc on peut parler en toute franchise sans avoir peur. Et moi, le but, c'est de rassembler un maximum de gens sur le groupe Facebook pour que dès que j'ai, je sais pas moi, 200-300 personnes, que j'organise un événement à Québec pour qu'on se rencontre ensemble, qu'on se donne des trucs, qu'on fasse que les pas contents deviennent contents d'être hypersensibles, parce que moi, je trouve que c'est une belle capacité, c'est des belles qualités, mais je suis tout à fait consciente que quand on n'a pas développé un mode de fonctionnement pour apprivoiser ces aptitudes-là, ça peut être vraiment très pénible et dérangeant dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je sais que bien des hypersensibles veulent rester cachés, mais dans le groupe, c'est un groupe fermé, je filtre les gens qui entrent et je fais le ménage aux besoins si j'ai pas assez bien filtré pour que vraiment les gens se sentent sensibles, libres de s'exprimer en confiance. Donc, le but, c'est vraiment l'entraide. Donc, bienvenue à tous les gens qui voudraient se joindre à ce groupe-là. Je vais aller faire les acceptations pour se joindre aujourd'hui ou demain plus tard. Alors, je vous donne le grand dévoilement de comment libérer une émotion. Donc, j'ai mis ça en 6 étapes. Première étape, la vivre. Parce qu'il n'y a rien de mal à vivre des émotions. Il y en a qui disent je ne peux pas péter ma coche, ça n'a pas de bon sens. Me semble, j'ai l'impression que si je pète ma coche, je vais tuer quelqu'un. Ben, c'est peut-être justement parce que tu as accumulé que tu as envie de tuer quelqu'un. Si tu n'aurais pas envie d'exploser tant que ça, tu n'avais pas chaque fois trouvé une façon de t'exprimer et de canaliser la vibration pour qu'elle sorte. Donc, vivre l'émotion. Donc, la première étape de la libération d'une émotion, c'est la vivre, se permettre de la vivre. Deuxièmement, l'accepter. Parce qu'on peut avoir honte de pleurer, on peut avoir honte de différents comportements, mais de s'accepter, il me semble que ça allège. On se sent moins pesant. On est dans l'acceptation de soi. Donc, s'accepter, l'accepter l'émotion comme faisant partie de soi et c'est un mode vibratoire. C'est tout simplement un mode vibratoire, une émotion. C'est là pour ça, on est une boule d'énergie. Il faut bien s'alimenter puis vibrer. On est là pour ça. Donc, accepter qu'on est là pour vibrer. Comment est-ce qu'on va passer à l'étape de la libération? On va s'en extraire. Donc, s'extraire de l'émotion. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on fait ça? Ben, c'est les deux items qui sont quasiment cousin-cousine, s'extraire et l'observer. Moi, comment que je fais? C'est, je prends un grand respire par le nez, ça va de soi, et je m'extrais comme si j'allais au cinéma, puis je me regarde. Donc, s'extraire et l'observer. Observer qu'est-ce que ça provoque en moi et comment est-ce que ça se peut que ça m'affecte autant? Se poser des questions. Rentrer en mode questionnement sur ce qui est vécu. Parce que si tu n'observes pas, tu ne peux pas avoir un résultat différent la prochaine fois parce que tu ne sauras pas qu'est-ce que tu as fait la première fois.
c'est c'est un phénomène normal et logique dans tout comportement, même quand tu apprends à jouer au golf ou quand tu apprends à faire du vélo. Si tu regardes pas ce que tu as fait de pas correct, ça va être pas mal plus long de savoir quoi corriger. Donc, le mode observatoire aide énormément et de se poser des questions, être en mode questionnement sur qu'est-ce qui fait que ça m'affecte autant. Et ça va amener au prochain item qui est de trouver l'apprentissage. Vous vous souvenez, au début du live, j'ai dit une émotion, s'il y a une émotion, parce qu'il y a un apprentissage qui doit être fait. Donc, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est l'apprentissage quand on n'a rien qu'envie de fesser dans la face à quelqu'un? Ben, ça amène vers 3 choses. La découverte de tes besoins, apprendre à les communiquer, la découverte de tes limites, apprendre à les communiquer, et apprendre la découverte de tes capacités. Donc, on est toujours en mode répondre et respecter nos besoins et limites. Quand il y a une émotion qui surgit, si on perd le contrôle puis qu'on explose, peu importe notre façon d'exploser, ça nous montre qu'on a un manque de capacité à développer. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'événement qui aurait provoqué cette émotion. Donc, quand je parle de trouver l'apprentissage, c'est ce que j'explique beaucoup en conférence, puis je mets souvent le point là-dessus. C'est vraiment, on est des explorateurs. Tu es un explorateur, je suis une exploratrice. Et qu'est-ce qu'on explore? Nous. On est là pour s'apprendre, se découvrir. Donc, on découvre nos besoins, on découvre qu'est-ce qui nous fait vibrer, on découvre nos limites et on a le choix de s'y limiter ou de les surpasser et on découvre nos capacités. Est-ce que j'aurais des capacités qui me permettraient de dépasser mes limites pour répondre encore plus efficacement, rapidement ou peu importe à mes besoins? C'est tout interrelié, ça. Et c'est tous des choix qu'on fait malheureusement dans l'inconscient et que ce serait le fun de passer dans la conscience pour les faire, ces choix-là, puis d'avancer, d'évoluer. On est là pour ça. Donc, l'autre clé pour libérer l'émotion, c'est de remplacer le mal-être par un bien-être. Comment est-ce que ça se fait, ça? Comment est-ce qu'on peut, tu sais, c'est pas une switch qu'on mène on-off? Quasiment. Parce que c'est un choix. Quand on vit une émotion, on a constaté que nos besoins ne sont pas respectés, que nos limites n'ont pas été respectées ou communiquées et qu'on a des capacités à développer. Le constat de ça, de s'en rendre compte, c'est pas une bonne affaire? Ben oui, c'est une bonne affaire de s'en rendre compte. On va pouvoir changer, on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir se développer. Donc, rentrer en mode gratitude. Et même que tu vas être content, tu vas être en mode gratitude face au gain parce que tu vas avoir fait une découverte et tu vas avoir fait un apprentissage. Donc, à partir de la même émotion, tu peux passer de je suis en tabarnouche de vivre une émotion, je suis bouleversée, je suis virée à l'envers, je suis une victime, mon Dieu, c'est terrible, vers wow, je suis capable de faire ça, j'ai découvert ça et j'ai fait un apprentissage sur moi-même. Je m'en viens une pro de moi-même. Donc, c'est ce que j'explique, c'est on a toujours le choix de rester dans un rôle de victime ou de passer vers le héros de notre vie parce qu'on est un explorateur et on est en constante évolution. Et il faut s'accepter, se donner le droit de ne pas savoir. Contente que ça te plaise, Nathalie. Donc, c'est vraiment d'être en mode gratitude de l'apprentissage parce que peu importe ce qu'on vit, que ce soit l'expérience la plus pénible, puis ça encore là, c'est une autre conférence que je donne, c'est dans les expériences les plus pénibles de ma vie que j'ai fait mes plus grandes découvertes et que j'ai vécu les plus belles choses et les plus belles vibrations de ma vie. C'est quand j'ai fait la découverte de l'apprentissage et le gain. Donc,
remplacer le mal-être par un bien-être. Donc, c'est tout simplement de passer de victime à héros. Donc, contente que ça vous atteigne. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça, subtilement, mine de rien? Ça va amener à l'amour de soi. Si je vis librement mes émotions, j'accepte la différence, j'accepte d'avoir des hauts et des bas, je m'accepte tel que je suis capable de m'extraire et de libérer mes émotions. Je suis en mode observation de moi et je vise l'évolution, puis je suis capable de focusser sur le bénéfice de toute expérience. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait quelqu'un qui s'aime, qui se respecte, qui a compris que son rôle est d'évoluer tout simplement. Donc, de ne pas savoir. Cool, j'ai appris quelque chose de nouveau. Et ça change complètement la vie au quotidien. C'est magique. Quand je dis confetti ta vie, c'est mon slogan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, confetti ta vie, c'est mon slogan. Donc, de mettre du confetti dans ta vie tous les jours, là, c'est pas que la vie, il n'y a jamais rien de plate ou de pénible. C'est juste que à toute chose, il y a un bénéfice. C'est l'apprentissage, la découverte de soi. C'est ça pour moi. Mettre du confetti dans ta vie, c'est focuser sur le bénéfice. Donc, ce que je souhaite, ce que je vous souhaite, c'est de trouver l'équilibre émotionnel au niveau du robinet. Donc, on se souvient, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai expliqué qu'il y a un robinet, puis admettons que ça, c'est cinq chutes, donc la tristesse, la colère, la joie, la peur et tout ça. Ben, si on ferme 3 robinets, on s'entend que la pression va être excessive dans les 2 restants ou pire encore dans juste un. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre émotionnel dans la gestion du robinet et de se donner le droit de vivre librement. Alors, en conclusion, des exemples de bienfaits de l'hypersensibilité, parce qu'il y en a qui vivent ça de manière très pénible, j'en suis tout à fait consciente, mais je vous donne des exemples à quel point l'hypersensibilité peut être bénéfique, non seulement pour la personne qui en est atteinte, mais pour les personnes qu'elle peut choisir d'aider. Moi, personnellement, j'ai choisi d'aider les gens à traverser toutes sortes d'émotions et d'épreuves dans leur vie et ça m'aide énormément d'être capable de me connecter avec la personne, de la percevoir réellement, de me connecter, d'entrer dans son monde. Si elle me laisse entrer, bien sûr. Donc, ça m'aide énormément. Mon hypersensibilité m'aide vraiment avec les gens que j'aide. Il y a des thérapeutes, il y a même Danielle Fay avec qui je fais des événements en collaboration, qui elle œuvre en kinésiologie spécialisée et elle a même la capacité de se connecter à distance pour détecter les gens. Donc, puis moi, même avec ma fille, si elle va pas bien, je vais me sentir pas bien. Puis j'ai appris à reconnaître cette vibration-là qui sort de ma fille et non pas du gars au coin de la rue. Donc, on a une connexion qui fait qu'on est capable de se communiquer émotionnellement. Moi puis mon fils, on est capable de percevoir, oh, là, je pense qu'on est mieux de séparer, là, ça commence à faire des flamèches. Donc, c'est vraiment, oui, il y a des contraintes, puis il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais même au niveau de la communion avec nos proches, ça peut être un plus qui sert à se connecter, même si on est à distance. Maintenant, comment aborder les contraintes? Donc, en conclusion, comment aborder les contraintes? C'est observer ce qui se passe en nous comme un spectateur. Donc, je répète, c'est vraiment le mode observation qui va t'aider à mieux vivre, à mieux gérer tes émotions, puis à te connecter avec ta sensibilité, qu'elle soit hyper sensible ou sensible normale. C'est vraiment d'apprivoiser, d'accepter dans ça, au lieu d'en avoir peur, puis d'être paniqué, puis de l'amplifier, puis de la faire dégénérer tout croche. Donc, c'est ça. Donc, aller comme un spectateur, se parler. Il n'y a rien là. J'aime mieux me parler à haute voix plutôt qu'à être hypocrite comme mon ego qui me chuchote dans la tête. Ça, c'est ça que je dis tout le temps au monde dans les salons. C'est vraiment, il n'y a rien de mal à se parler. Puis,
ça confirme, ça ajoute de la conviction à nos idées puis à nos désirs. Donc, se parler, s'observer, se comprendre, se découvrir et s'accepter. C'est vraiment ce qui va amener à bien gérer les contraintes puis à mieux fonctionner au quotidien. Et, comme je disais tantôt, ça l'amène vers l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est aussi simple que ça. L'amour de soi, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre. Il n'y a pas de cours qui se donne sur l'amour de soi. C'est quelque chose qui émane, qui surgit tout à coup, puis on ne sait pas comment, par où ça passe. Mais c'est les pas que j'ai faits. Donc, me parler, m'observer, me comprendre, me découvrir et m'accepter. C'est ce qui m'a mené vers l'amour de moi et ce que je tente de, de, de transmettre et de vibrer aux gens qui m'entourent. Donc, c'est un beau cadeau surprise que je vous fais. J'espère que ça a été complet pour vous. J'espère que vous avez eu du plaisir. Vous pouvez mettre des petits pouces ou des petits contents si ça vous a servi à peut-être vous reconnaître, vous identifier ou que ça vous a donné des trucs pour vous aider à fonctionner dans votre quotidien parce que c'était vraiment mon but aujourd'hui. Donc, j'ai dépassé de 4 minutes. Alors, je vous embrasse, je vous envoie tout plein de confettis. Je vous aime beaucoup. Puis, je vous remercie d'avoir été là puis de partager. Le live va rester là. Je vais mettre le lien sur mon site web pour les gens qui n'ont pas de Facebook. Parce que ça existe encore, des gens qui n'ont pas de Facebook. Donc, je mets toujours des choses sur mon site web pour que tout le monde puisse avoir au maximum mes enregistrements. Puis, vous pouvez aller fouiller sur mon site web. J'ai plein de choses intéressantes aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Daniel d'avoir été là. Je suis très contente. Merci à tout le monde qui était là. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vais aller relire pour être sûr que j'ai rien manqué. Puis si vous aviez des questions, ça va être répondu là, très prochainement, demain matin ou plus tard, parce que sinon, je pars pour Sherbrooke demain après-midi. Fait que merci tout le monde. Bonne fin de soirée.